bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion les Lannes, La Réunion les Lannes, La Réunion les Lannes. Retour donc sur le plateau. Cette fois-ci, on va aller vers quelque chose d'un peu plus littéraire. On va suivre Gaël Guiton, ses causements réunionnais. Gaël, bonsoir. Bonsoir Jasmine. Alors, comment ça va ? Ça va très bien. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'anicroche, tout va bien, tout va bien. Je lis, je découvre des nouveaux auteurs. Donc tout va Alors, bien. qui vous nous présentez aujourd'hui ? Alors, je voudrais vous présenter Madeleine Waro, qui est présidente de l'association La Féladi. Je vais l'inviter à en parler et qui m'a fait découvrir un peu tous les livres qu'elle propose dans son association. Je trouve que c'est une manière très originale de découvrir les livres. Et moi, je vais le présenter le monsieur, parce voilà. que... Je ne vais pas l'oublier, bien entendu. Bonsoir, monsieur Olivier Bauderio, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Vous êtes là parce que vous êtes d'origine bretonne et que vous êtes le compagnon de madame. Voilà. Et l'occasion de savoir un petit peu aussi comment vit le monsieur de l'auteur. Un petit peu aussi, et puis voir un peu aussi... C'est tout nouveau, hein. Mais ça fait rien, ça n'empêche pas. N'importe, c'est la nouveauté qui compte. Ah, bah, bien sûr. Gaël. Oui. Mais je vais inviter Madeleine à présenter en fait son association. Alors, moi, je veux juste préciser, j'ai fait des retours donc, sur tous les livres de l'association, pratiquement tout, il m'en manque un, de Joël Brett, et il y a eu des retours assez enthousiasmants par rapport au fait que c'est 6 fées qui participent à la vie culturelle de La Réunion, qui proposent leur talent, et pour les jeunes, en fait, pour les enfants, et les gens ont trouvé le concept vraiment super. Eh bien, nous sommes 6 fées, effectivement. C'est comme ça qu'on nous appelle. Nous-mêmes, nous nous appelons fées. Et puis, les gens aussi nous appellent fées, parce que notre association, donc, c'est La Féladi. Elle est née le 19 novembre 2005. À l'époque, il n'y en avait que 5. Et moi, je les ai rejointes il y a 3 ou 4 ans. Donc, cette association, le but, c'est de faire partager une passion que nous avons en commun, la passion de la lecture. C'est aussi la culture, à travers la lecture, bien entendu. Nous intervenons dans les collèges, les lycées, dans les écoles primaires, en milieu hospitalier, dans les maisons de retraite, enfin voilà, tout. Donc ma question, vous l'avez rencontré donc soit dans le milieu hospitalier, soit chez les personnes âgées, c'est ça ? Tout à presque. Pas loin. On était nombreux, c'est ça. Voilà. Nous nous sommes rencontrés en milieu associatif déjà, parce que nous avons aussi un intérêt commun, tous les deux, ainsi que beaucoup de Réunionnais, c'est de préserver notre terre, de voir un petit peu l'avenir, comment ça va se passer. On est proche des gens qui aiment les arbres, qui aiment les plantes, qui cultivent au naturel, voilà, tout ça. C'est aussi un but qu'on a en commun. C'est une association déjà, ça, de préserver la... Mon métier déjà, moi je suis né fils agriculteur, et puis je suis devenu pépiniériste, puis paysagiste et éco-paysagiste. Donc j'ai fait, pendant 25 ans, j'ai fait de l'éco-paysage, c'est-à-dire de travailler avec la nature sans chimie, sans... D'accord, donc ça veut dire que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Merci. Pour qu'on aborde ce sujet. Mais on va revenir à notre auteur. Oui. La question, c'est, dans cette démarche d'aller rencontrer, quel est l'échange ? Alors, l'échange, effectivement, c'est bien de dire le mot échange parce que ça va dans les deux sens. Nous apportons, parce que nous sommes d'une génération déjà un petit peu ancienne, on va dire, nous apportons nos maigres connaissances, on va dire, et puis c'est pas non plus trop pas trop modeste. Trop modeste, non. Nous avons quand même un passif, je vais dire, nous sommes toutes des enseignantes à la retraite, ce qui veut dire que on avait déjà ce rôle de passeuse, on va dire. D'accord, transmission. Transmission. Et les enfants, ils nous apportent beaucoup aussi, parce que c'est une autre génération, c'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de voir les choses. C'est vraiment un échange. Par rapport à cette époque où vous enseignez, où la transmission était, j'allais dire, presque mécanique, professionnelle, aujourd'hui, la sortie de ce contexte-là, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui change ou qu'est-ce qui est plus exaltant? Qu'est-ce qui est plus intéressant? En fait, c'est la façon de faire, puisque quand on est dans une classe, on a un programme, on a des choses on suit notre programme. Tandis que là, nous, on laisse aller notre imagination selon nos goûts, parce que chacune de nous a son univers. Donc, Monique Mérabé, par exemple, pour parler d'elle, voilà, elle écrit des poèmes. Elle est aussi, moi je vais dire spécialiste, elle n'aime pas ce mot, mais elle aime les haïkus. Et ce qui fait qu'elle fait des ateliers dans les collèges, dans les lycées, pour transmettre cette façon d'écrire. D'accord. Et le public, généralement, qui vient, c'est l'envie de la connaître, de découvrir ce qu'elle fait, de voir comment elle travaille. Voilà. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi au sein d'un atelier au niveau du collège ou du lycée, ou enfin de l'école en général, dans un projet d'école. Donc on inclut son univers à elle, et puis on l'appelle, elle vient, voilà, elle explique, elle fait travailler les enfants là-dessus. D'ailleurs, souvent, elle n'est pas toute seule. Il y a un autre membre de l'association qui l'accompagne, on fait des illustrations. Et puis les enfants, ils sont tellement spontanés dans ce domaine-là, ils arrivent à sortir des choses extraordinaires. Justement, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est que l'enfant, il est plus spontané quand vous étiez enseignante ou maintenant que vous êtes en dehors et que là, le contact est totalement différent. Totalement différent. Et l'enfant est beaucoup plus spontané dans cette façon d'aborder les choses. Parce qu'après, je vais dire, pas que l'enfant soit passif quand on est en classe, mais il reste quand même plutôt à sa place. Et puis voilà, nous, on transmet. Tandis que là, il y a un rapport vraiment enseignant-élève. Voilà. Et Tandis que là, ce rapport, il est totalement différent. Totalement différent. Voilà, c'est vraiment... chacun apporte ce qu'il a. Et puis l'enfant, il est enthousiaste, il veut découvrir. C'est pas comme en classe où c'est des fois comme s'il est obligé de le faire. Il est obligé de le faire. Voilà, là, c'est pas la même Il y a cette chose. notion de note aussi. Aussi. La note que le maître peut Voilà, donner une note. aussi. Et je pense que du coup, l'enfant a peur à l'école de se dire est-ce que je vais faire une bêtise? Est-ce que je vais être bien noté? Voilà. Que là, dans un atelier, il est libre. Voilà. Il est libre, il n'y a aucune pression sur ses épaules. Et il avance tranquillement. Et là, il a totalement valorisé. Voilà. L'enfant, il est valorisé dans tous les cas. Parce que quelle que soit la production, c'est bien. Il est content. Voilà. Oui, bien sûr. Quel regard, quand on a votre expérience, quel regard vous portez sur ce travail que fait une ancienne enseignante avec les... Est-ce que la transmission vous paraît intéressante? Ce qui m'a d'abord intéressé, c'est le bilinguisme déjà. C'est-à-dire que c'est écrit en français et c'est écrit en créole. Ah, d'accord. Et ça me rappelle évidemment tout ce que notre combat aussi, parce que quand on est breton, on est un peu combattant, on veut garder nos racines, parce qu'on se fait un peu prendre quand même par, vous voyez ce que je veux dire, par toute la machine mondialiste ou même française, ou même de Paris, quoi, voilà. Mais cette question-là, justement, quand on parle de... Bon, là, ça va être un débat après, je pense, dans toutes les régions de France, dans toutes les contrées, mais que ce soit le breton, que ce soit le corse, que ce soit le catalan, que ce soit... Ça se perd avec le temps, on le voit, on perd. Si on ne fait pas un vrai effort pour maintenir nos racines dans nos régions, on ne sauvera pas. On laisse partir. Il y a des gens qui parlent encore les langues de nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents et de nos parents. Il y a de moins en moins. On est tous dans un langage lycée, français, parce que c'est plus facile et ça nous occupe pas trop. Comment, justement, à travers ce que vous faites, et vous, à travers ce que vous essayez de mettre en place, comment faire pour que, justement, ce que nous sommes reste aussi, non pas comme une obligation, mais parce que c'est nous. Oui. C'est nous et c'est ce que nous sommes et nous avons envie que nos enfants connaissent, apprennent et transmettent aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que la tradition orale, moi je trouve que c'est magnifique, puisque les contes, etc., on est content d'écouter, c'est convivial, on échange, etc. Mais pour moi, si on veut que ça reste, si on veut que ça soit transmis, il faut qu'à un moment donné, on l'écrive. C'est comme ça que je vois les choses. Après, bien sûr, notre créole, il est encore pas encore bien établi, on va dire, mais chacun a la liberté d'écrire comme il l'entend. Ça aussi, c'est magnifique.
Et alors, là, si, pour ceux qui vont voir là, ce qui est écrit sur ce livre, une queue comme le coq, et écrit en créole en dessous, c'est un quai, pareil, le coq. Donc voilà, en français, en créole, pour marquer le coup. Et c'est vrai que on se pose sur la question, pourquoi on réécrit en créole dessous? On aurait pu écrire avant, c'est ça que vous voulez dire? Non, c'est pas ça. Je veux dire que aujourd'hui, on essaye d'exister. La touche créole, c'est de dire, ça c'est moi. En français, c'est nous tous. Oui. Mais en breton, c'est Olivier. Là, c'est nous. C'est nous. Oui. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a... Et aujourd'hui, il y a un besoin, il y a un vrai besoin de maintenir notre identité. Et ça, c'est vrai, et on le voit dans les livres. Et avec Gaël, j'ai remarqué depuis quelques temps, c'est toujours traduit dessous. C'est vrai. Parce que Gaëlle a fait ce choix. Non, je pense. oui, Non, mais c'est une réalité quand même. Oui. Même si elle a fait le choix, c'est que ça existe. Oui, bien sûr que ça existe. Oui, oui, bien sûr, tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont envie de garder leur identité. Pour l'anecdote, Exact. mon fils, donc je lui ai fait lire celui-là tout seul. Je lui ai dit, bon, tu vas dans ta chambre et tu lis tout seul. Et il me dit, ah maman, il y a un créole dessous, donc je vais le lire en créole après. Je fais, oui, oui. Donc il parle pas un mot créole, hein. Il commence, il baragouine un peu, quelques petits mots. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Je me suis dit, bah vas-y, vraiment sympa de t'entendre lire en créole aussi. Oui. Et vous lisez en créole ou pas? Ah, bien sûr. Bien sûr que je lis en créole, mais comme je vous dis, moi je suis une yabdéo. Après, quand quelqu'un va écrire avec une autre graphie, je vais lire aussi, mais je profite justement qu'il n'y ait pas de graphie officielle pour écrire comme moi je l'entends. Et c'est assez facile finalement, puisque... Il y a une graphie pour écrire le breton? C'est-à-dire qu'on écrit en breton. Ouais. Il y a une académie. Ah, d'accord. Il y a une académie en breton. Alors, la différence, c'est que le breton ne vient pas du tout du français. La grosse différence. Il vient d'Angleterre? Il vient des langues celtiques, oui, bien sûr. Ouais. Et ce qui fait que les racines ne sont pas du tout latines ou françaises, etc. Donc, on est dans un autre monde. Hier, il y avait le match des Gallois. La France. Et la France. J'ai chanté l'hymne avec eux, parce que nous avons le même air. Pas les mêmes mots, mais nous avons le même air. Et donc, ni Brazes à Hollande, etc. Et c'est intéressant. Et quand d'ailleurs, je disais ça à Madeleine aussi, on a fait un jumelage breton et gallois, et donc chacun chantait son air, mais avec le même, Avec des mots, avec la même musique. avec des mots différents, mais la même musique. Exactement. C'est là où je trouve que quand on regarde l'histoire de France, l'histoire d'Angleterre, on regarde l'histoire du monde, ça s'interpénètre. Et après, il y a un moment où il y a un oubli. Ça se détache totalement. Et c'est parfois pour recoller un petit peu, c'est pas évident. De recoller les... De retrouver, ne serait-ce que par exemple, quand les chansons d'enfants Oui. de notre génération, Oui. c'est pas les mêmes aujourd'hui. Ben non. Mais nous, on chantait les chansons populaires françaises. Oui. De toute façon, moi, quand je suis allée à l'école, on parlait pas créole. On apprenait dans notre livre le même livre qu'Olivier, le même livre que tous les petits Français. C'était Daniel comme ça. et Valérie. C'était bien avant. C'était bien avant. Non, je pense pas que c'était aussi... Bon, quand j'étais déjà enseignante, il y avait Daniel et Valérie. Mais moi, à mon époque, c'était, je sais plus, Rémi et Colette, ou je sais pas trop. Ah, mais d'accord. des livres bien plus anciens que ça. D'accord. C'était Oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Ben oui. Et je reviens à ça. En Bretagne, dans les écoles, on a enseigné le français tout de suite, ou bien on a réussi à mettre un petit peu le breton? Alors, mon expérience juste, et après je vais aborder celle de mes enfants, mes premiers et deuxièmes après. Mon expérience, donc, c'est que nous, on parlait pas breton, nous interdisait de parler breton à la maison, alors que les deux générations, parents et grands-parents, ne parlaient qu'en breton. Mais nous, on n'avait pas le droit de parler breton, parce qu'ils avaient été tellement mis de côté, se promener avec une corne autour de la cour de l'école, etc. Donc, on ne pouvait pas parler breton. Et moi, j'ai eu la chance de me faire engueuler, hein. Le terme était juste,
On travaillait tous ensemble là, pour trier les pommes de terre. Et puis, il y a un voisin qui me dit, tu vois, t'es le seul ici à parler français. Première fois qu'on me faisait une réflexion comme ça. Donc après, je me suis mis à parler breton. Et je le savais, le breton, mais je n'avais jamais parlé. C'était interdit, vous vous rendez compte, quand vos parents vous interdisent. Vous ne faites pas. À l'école, on nous interdit de parler notre patois, notre patois à Exactement l'époque. pareil. C'est ça le mot. On parle pas le créole. D'accord. D'accord. Et ça, on prenait des claques pour ça. Voilà. Ils étaient vraiment vigilants là-dessus. Et on nous faisait répéter les phrases en français. C'était Ah, mais toujours. on était vraiment j'allais dire, livrés à la colère de. Exactement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux jeunes de parler créole parce que c'est maintenant le tremplin pour parler le français. On a changé de méthode. Et il y a, pour ceux de notre génération, une frustration immense. C'est sûr. Mais je vais juste finir ce que je voulais dire. Parce que, il y a mon expérience, l'expérience de mes premiers enfants, que moi je voulais inscrire à l'école, parce qu'elle était juste à côté, mais j'ai pas pu, parce que bon, il y a des histoires. Et comme je me suis remarié, ça m'a permis d'avoir des enfants encore jeunes. Le dernier n'a que 7 ans, et la fille a 12 ans. Jean et Artus. Et ils sont inscrits dans une école uniquement en breton. La langue étrangère, c'est le français. C'est un combat, hein. Oui, c'est un combat, mais ça, je sais déjà, ça existe aujourd'hui. Voilà. Parce que certains inscrivent leur langue régionale, et j'allais dire le patois, leur langue régionale Oui, là, c'est pas un patois. dans leur enseignement. Ouais. Après, le français devient la deuxième langue. C'est ça. Et l'allemand, la 3e, et l'espagnol, la 4e. Voilà. Non, À peu près. il y a plusieurs écoles en métropole qui le font et qui le vivent bien. Sauf qu'il y a toujours les fanatiques qui vont se battre pour dire que c'est pas une bonne chose. Oui, moi je vois ce que vous voulez dire. C'est pour ça que quand on parle d'échange, de transmission, que vous allez à la rencontre des jeunes pour faire quoi? Pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent parler. Et c'est là que nous avons un problème. Qu'est-ce que nous devons leur dire? Quelle est la langue qu'ils doivent choisir? Pourquoi on ne laisserait pas les gens choisir la langue qu'ils veulent? Non, moi je n'impose rien du tout, au contraire. Ouais. Quand nous faisons des ateliers, nous travaillons dans les 2 langues. Nous choisissons pas ni pour nous ni pour les autres. De toute façon, moi, ma culture, elle est, je vais dire, bilingue. Parce que je ne considère pas le créole. Vous avez parlé de patois tout à l'heure. Là, c'est un vaste débat. Mais non, je dis patois parce que je voulais ce qu'on disait avant. C'est votre patois. C'est ce qu'on disait. Et aujourd'hui, on dit c'est une langue régionale. C'est pour ça que j'ai dit les deux. Voilà. Patois et langue régionale. Voilà. Et aujourd'hui, non seulement la langue régionale, elle est importante, mais elle est en train de prendre le dessus sur le français. Je ne dirais pas ça, parce que ce que nous pouvons faire en français, le français c'est une langue... Oui, mais quand lui dit qu'il y a une école rien qu'en breton... Non, c'est pas rien qu'en breton. En fait, les enfants, ils apprennent le français en breton. C'est comme si, à Maurice, là-bas, ils viennent à l'école. Leur langue maternelle, c'est aussi le français dans la plupart des familles. Mais ils arrivent à l'école, c'est l'anglais qui prédomine. Après, ils rapprennent le français en anglais. Voilà, c'est un... Oui, mais il y a quand même un ordre pour inculquer le langage. Oui, voilà. Mais après, la langue maternelle doit rester la langue maternelle. Ça peut être un tremplin, justement, pour... La question, c'est que faire de la langue maternelle? Parce que c'est comment le faire dans l'administration, comment le faire par rapport aux différentes, je dirais, statuts de la société. Oui, c'est ça la question. Oui, la question est là, mais ça existe déjà dans les bureaux, enfin pas tous, hein, mais il y a déjà cette démarche où les gens parlent à la fois créole et français pour pouvoir mieux accueillir le public. Voilà. Moi, quand j'ai travaillé un peu dans tous les niveaux, mais par exemple en maternelle, c'est très important de dire l'enfant arrive, il ne parle que le créole. Donc c'est important pour nous, enseignants, de comprendre ce que l'enfant va nous dire. La démarche est dans ce sens. Les gens qui arrivent de l'extérieur, qui ne parlent pas créole, c'est à eux de se mettre au niveau des enfants. Et pas l'enfant, il va se mettre au niveau, lui, au fur et à mesure. Mais d'abord, pour accueillir l'enfant... On s'adapte. Voilà, bien sûr. S'adapter petit à petit. Et puis, puis déjà, ça ne fera pas un blocage pour l'enfant. Exactement. Si le maître ou la maîtresse reste bloqué, l'enfant va se bloquer et il ne va pas aller vers le maître et vers les devoirs, vers la lecture. Et tout à Donc fait. il faut
lui laisser une marge de manœuvre Bien sûr. pour qu'il puisse prendre sa propre voie, qu'il se sent, lui, en confiance. Ce blocage, il a existé, il existe toujours de toute façon, entre les enfants qui arrivent et face à un enseignant qui est totalement dépassé par le contexte. Hein. C'est pas sa faute. S'il vient il vient de métropole et qui arrive dans une classe où il y a beaucoup de jeunes enfants mahorais Par exemple. qui ne parlent pas trop le français, c'est pas sa faute, c'est pas la faute non plus des enfants. Hein. C'est un contexte qui s'installe et qu'il faut gérer. Il faut pas pointer du doigt qui que ce soit. Nous sommes dans des contextes parfois qui sont pas simples, mais qui méritent d'être traduits tout simplement. Après, il faut s'adapter. Moi, je suis arrivée de métropole l'an dernier. Mon fils, moi, on ne demande pas aux personnes de parler français. Ils parlent créole avec nous. Certes, on répond en français parce que moi, je suis pas habituée à parler créole. Mon fils non plus, mon mari non plus. Et à aucun moment, mon mari a dit non, parle-moi en français, je comprends pas. Non, il s'adapte. On s'adapte. Et quand il comprend pas, il demande à la personne de répéter en disant j'ai pas compris, mais en tout cas, dans les repas de famille, partout où on va, à aucun moment on a dit parler français. Non. Faut s'adapter. Hein. Quand on arrive dans une nouvelle région, voilà. Et est-ce que justement, quand on travaille comme vous le faites aujourd'hui, est-ce que cette adaptation, elle est beaucoup plus simple? Beaucoup plus simple parce que le contact, il est direct. Hein. Il n'y a pas de barrière entre nous. On est libre. Hein. On n'a pas la barrière d'administration de dire, voilà, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Non, nous, on va au feeling. On accueille les enfants comme ils viennent et puis ça se passe. Alors pourquoi pas faire la même chose en milieu scolaire? Je ne sais pas ça. Non, je vous pose la question, non pas pour que vous fassiez la leçon à l'administration, mais juste pour suggérer quelque chose. Il y a une uniformité qu'il doit avoir à l'école où tout le monde doit être pareil, on est dans la même ligne Voilà. et il ne faut pas sortir de la ligne. Il est là pour l'école. On ne peut pas se permettre, je pense, qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas se permettre de dire chacun fait comme il veut et ça. Non, tout le monde n'a pas le même niveau. Voilà. Bien sûr. Ce qui se passe, c'est qu'à l'école, il faut qu'à la fin de la classe, tout le monde ait le même niveau et voilà, ainsi de suite. Essayez en tout cas. Essayez, oui, voilà. Essayez que tout le monde ait le même Oui, niveau. parce que ça, pour avoir le même niveau en Non, classe, ça, je suis c'est- pas c'est sûr. compliqué. Voilà, mais. Mais le programme, il est là. de Et toute voilà, façon, le programme c'est est là, ça. il faut le suivre. Mais de toute façon, il y a une chose aussi qu'il faut savoir. À l'école, quand l'année débute, tout le monde pense qu'on arrivera à la fin de l'année avec une classe homogène, avec un niveau plus ou moins commun. Tout le monde sait que c'est pas vrai. Ça, c'est une certitude. Parce que c'est impossible. Les élèves en classe arrivent chacun avec un bagage. Il n'est pas question de raser gratis et que tout le monde soit au même niveau. C'est faux. Tout le monde le sait de toute façon. Et combien d'années vous avez enseigné? 22 ans. D'accord. Dites, donnez-moi l'année où, quand vous êtes arrivé à la fin de l'année, tout le monde avait le même niveau? Zéro. Voilà. C'est pas possible. Non, c'est impossible. On se ment à chaque fois. On sait que tout le monde n'est pas pareil. Et c'est une erreur de faire que tout le monde soit pareil. C'est une erreur. Parce que chacun a des qualités, qu'importe son niveau. Mais tout le monde a quelque chose à donner. Exactement. Mais le problème, c'est de vouloir faire rentrer tout le monde dans la même boîte. On ne peut pas. C'est pour ça que les écoles comme Montessori et tout ça, ben ça a du regain maintenant, puisque les parents, ils voient que leurs enfants, ils suivent pas cette façon d'enseigner que tout le monde doit entrer dans le même moule. Donc, on essaye de trouver une alternative. Bah, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde est conscient que chacun a son niveau, chacun a ses compétences, y compris à l'école. Chacun, il y a celui qui aime l'anglais, celui qui aime les langues, il y a celui qui préfère les maths, les sciences, le français. C'est normal, parce que nous sommes faits d'une façon. Après, il faut aussi comprendre il y a des choses que nous aimons plus que d'autres. Il y a ceux qui préfèrent la géologie, qui préfèrent les sciences. C'est quelque chose, c'est normal. Et absolument faire rentrer quelqu'un qui est 15 partout en de moyenne, ben, si c'est vrai pour les meilleurs, tant mieux. Pour les autres, ben, ça sera différent. Bien sûr. On arrive à la fin de cette émission. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère vous revoir tous les deux sur ce plateau. J'espère qu'on aura occasion avec Gaëlle d'échanger sur d'autres sujets. Bien sûr. Ça a été un plaisir en tout cas. En tout cas, on a abordé quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est de voir finalement, de vous avoir là, et j'espère vous avoir assez souvent, pour non pas remettre en cause l'enseignement, mais pour essayer que nous demandions à ceux qui en ont la charge de se poser la question: quelle est la bonne posture pour enseigner aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faut enseigner, parce que ça aussi, ça compte. Merci à vous. Eh ben, merci à vous aussi. Merci à vous. Merci, c'était un plaisir. J'aimerais bien juste rajouter Oui. un petit mot. N'hésitez pas, parce que l'association fait régulièrement des salons. N'hésitez pas à rester sur les stands. C'est pour la bonne cause, les livres qui sont en vente. Il y a du beau travail et d'y aller.
de s'intéresser à l'association et de s'intéresser aux livres de l'association. Il y a un contact. Merci Gaël. Il y a un contact. Le contact, il est sur la petite carte que j'ai dû donner à Gaël. Oui, après je vous trouvez pense. facilement Voilà. sur Internet, Oui. vous tapez La Féladi et vous avez toutes les informations Voilà. sur l'association, vous avez toutes les informations sur les livres qu'elles mettent à disposition en vente et les CIFE aussi, elles présentent les CIFE. Voilà. On a un site qui est régulièrement mis à jour. Le site s'appelle. La Féladi. www.laféladi. La Voilà, Féladi. tout Point fr. simplement. D'accord. Voilà, tout simplement. En tout cas, vraiment, j'espère vous revoir rapidement sur ce plateau. J'espère qu'on aura plaisir à se voir souvent et puis d'échanger et d'avoir tout ce que vous savez déjà et nous apporter votre savoir. Merci de nous avoir accueillis et puis au plaisir de se retrouver. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla. La Réunion Léla. La Réunion Léla.